Voilà, j'ai juste, après on va lancer la soirée, mais Mickaël va vous présenter comment il a pensé organiser cette table ronde, puisque il a promis cette mission d'organiser tout ça pour vous. Alors encore une fois, merci à tous d'être ici. Effectivement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Volume, on est une revue universitaire qui existe depuis 2002, qui se consacre à l'étude des musiques populaires au sens large, histoire, sociologie, musicologie. On essaie de fédérer un petit peu voilà, les universitaires de France et d'ailleurs sur les questions relatives aux musiques populaires, donc, mais au sens très très large du terme. Et effectivement, la question du clip, elle s'est posée à un moment donné avec Marc Kaiser, qui est prof à Paris 8, qui s'intéressait à l'histoire des industries culturelles et qui s'est dit ouais, il n'y a jamais eu rien sur le clip dans le monde francophone. Il y a eu des ouvrages en anglais, mais rien en France. Donc on a organisé un colloque à la Philharmonie et puis on a sorti ce numéro avec donc, des auteurs français mais aussi internationaux. Et puis voilà, on cherchait en fait comme on est une revue papier mais aussi numérique, on avait très envie de faire un événement pour célébrer la sortie de ce numéro, et puis on cherchait un festival qui avait une section clip, et bien sûr dans les environs de Paris, pour que ce soit plus simple, mais on n'a pas trouvé, et on s'est dit c'est quand même dingue. Il y avait à l'époque, pendant un certain temps, il y avait un festival du clip, avec un prix décerné, etc. Mais en fait ce festival, il avait une économie très fragile, il s'est cassé la figure, et on s'est dit c'est quand même dingue, vu la place qu'occupe le clip dans l'imaginaire culturel des gens, qu'il n'y ait pas plus d'instances pour reconnaître en fait, le clip. Donc bref, nous on espère avoir contribué à ça du côté universitaire, à travers effectivement une histoire du clip, mais aussi quelque part un travail sur les différentes expressions du clip à travers le monde, et sa place dans l'économie du numérique, etc., dans la carrière des groupes. Et voilà, donc aujourd'hui on laisse la parole à différentes personnes. On voulait faire dialoguer des universitaires avec des personnes qui ont différents parcours. Donc aujourd'hui on reçoit Célia Sauvage qui est universitaire, et Kevin qui est réalisateur, et Étienne Menu qui est journaliste mais qui travaille pour la revue Audimat, qui se présenteront mieux que je peux le faire. Et voilà, encore une fois, je vous remercie d'être ici. Allez voir la revue Volume, allez ici à la médiathèque, elle est empruntable, et puis elle est aussi en ligne. Et voilà, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue, merci, vous êtes venus bien nombreux. Ça fait plaisir. On est là ce soir donc, pour parler du clip de rap, de ce que c'est que le clip de rap aujourd'hui, comment il se manifeste, et pour ça, on a proposé à Célia Sauvage, qui est chercheuse, et à Kevin Elamrani, qui est réalisateur de clips, d'en parler. En fait, on voulait aborder à travers deux angles. D'abord, un angle, disons, qui serait celui de la part d'une chercheuse qui pourrait un petit peu... Tu vas le présenter, mais Célia s'est intéressée principalement à ce qu'on appelle le gaze, et le female gaze en particulier dans le rap. Et puis ensuite, on discutera avec Kevin de ce que ça peut, disons, ce que ça peut mettre en jeu aujourd'hui d'être réalisateur de clips de rap en France, sachant que Kevin tourne aussi des clips pour des artistes qui ne sont pas des rappeurs. Je vais te demander de te présenter rapidement, Célia, puis ensuite on te poserai quelques questions sur ton objet de recherche. Donc je travaille pas uniquement sur les clips, je travaille principalement normalement sur le cinéma et les séries, mais mes approches sont plutôt sur les questions culturelles, notamment la question de l'identité, donc notamment féminine, masculine, le rapport à la sexualité. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à travailler sur le clip. Donc j'étais ultra fan du clip quand j'étais plus jeune, je regardais plus à la télé, j'aime beaucoup le rap aussi, donc c'est comme ça que j'en suis venue aussi travailler sur les questions d'identité dans les clips de rap, et plus précisément dans les clips de rap féminins, moins masculin.
Kevin, est-ce que tu peux te présenter? On te demandera un peu plus tard, mais est-ce que tu peux déjà te présenter, expliquer pour qui tu as pu travailler, comment tu as commencé à faire des clips en quelques mots? Ok, j'ai 29 ans, j'ai commencé à faire des clips il y a 10 ans à peu près, quand j'étais à la fac de cinéma, pour simplement trouver du boulot. Ouais, non, pas du travail, mais avant de faire des films, je trouvais ça important de s'exercer sur les choses que tu cours. Et du coup, dans les artistes avec qui j'ai travaillé, en rap, c'est Joke à Capote. Butter Bullets. Et après, des groupes comme les Pirouettes. Ouais, j'ai fait une transition vers d'autres choses. Parce que même moi, je suis arrivé au rap par d'autres sensibilités, tu vois. Ok. Et du coup, je suis revenu vers d'autres choses et je reviens en rap assez fréquemment. D'accord. On va commencer par te demander, Célia, sur quoi qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé en termes de lecture, une lecture féministe ou en tout cas en fonction des identités de genre, qu'est-ce qui t'a interpellé dans les clips de rap? Enfin, après, c'est pas un genre de clip de rap, mais qu'est-ce que dans cet ensemble, dans ce corpus, pour parler en termes un peu académiques, t'a interpellé, t'a paru nécessaire d'analyser avec tes outils de chercheuse? Ce qui était important, c'est que j'ai quand même lu beaucoup de choses sur les clips, et c'était socialement sur des clips de rap masculin. Le hip-hop en général est plutôt considéré comme un milieu hyper masculin médiatiquement, mais aussi en termes de recherche. La plupart des articles, des ouvrages sur le hip-hop traitent principalement de l'univers masculin. Moi, c'était la première chose, c'était de me dire, bon, déjà universitairement, il y a quand même un petit peu un vide sur la question féminine, quelle est la place des femmes, etc. Et encore plus sur la question des clips. Et la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est un discours que je pouvais avoir avec des amis ou des choses que je pouvais lire à droite à gauche. Mais c'était cette idée aussi que les clips de rap féminin étaient quand même toujours soumis au regard masculin. Ouais. Notamment, on prend les plus connus, mais on peut prendre Nicki Minaj, Beyoncé, etc. Le nombre de fois qu'en soirée, on dit tout le temps, non mais bon, très clairement, les clips sont faits pour un public masculin, ils ne sont pas du tout faits pour un public féminin, et donc tu t'extrapoles un petit peu en faisant une lecture féministe. Mais c'est un petit peu ça aussi qui m'a donné envie de travailler, et l'idée c'était de reprendre vraiment les clips uniquement avec des artistes féminines, ou alors en collab avec d'autres artistes féminines, mais qu'il n'y ait pas d'artistes masculins du tout dans les clips, et d'arriver à voir comment du coup les rappeuses se mettaient en scène, qu'est-ce qui était mis en scène, est-ce qu'elles étaient mises en scène avec d'autres hommes, et finalement quelle image de leur corps elles renvoient, quelle image elles construisent, et est-ce que l'opinion populaire, notamment sur cette question de la sexualité, les femmes se mettent en scène sexuellement uniquement pour le plaisir des hommes, tient vraiment. Ce qui était intéressant, c'est d'arriver à voir, on en a un petit peu parlé avant, comment aussi le hip-hop féminin a permis à un certain nombre de réalisatrices femmes d'arriver aussi sur un milieu quand même très masculin, qui est l'industrie du clip. L'industrie de façon générale est quand même très très masculine. C'est d'arriver à voir aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui change lorsque c'est une femme qui réalise. Si on reprend Beyoncé, moi elle travaille avec une réalisatrice extrêmement connue, Melina Matsoukas, qui travaille principalement pour des femmes, qui a fait du hip-hop et d'autres choses, plus du côté de la pop, mais qui est la clippeuse de Beyoncé, Rihanna, etc. C'est intéressant de voir comment elle était quasi un peu seule dans l'industrie du clip. Et aujourd'hui, par exemple, Beyoncé contrôle ses clips quasi toute seule, et on voit bien, enfin c'est important qu'il y ait un regard féminin aussi à l'extérieur, que la personne qui construise aussi les clips féminins soit potentiellement une femme, et voir en quoi ça peut changer certaines variables. Est-ce que l'univers du hip-hop change ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une rupture, disons, à partir de environ une dizaine d'années, ou est-ce que tu dirais que déjà dans certains clips de Lil Kim, d'artistes comme Faith Evans, même un peu avant, je sais pas, MC Lyte, etc., est-ce qu'il y avait une façon par les artistes féminines de s'approprier l'image qu'elles renvoyaient, ou est-ce que tu dirais qu'il y avait une sorte d'asservissement entre guillemets au public effectivement majoritairement masculin de l'époque, de la part de leurs producteurs aussi? Est-ce qu'il y a vraiment un verrouillage? Si on prend vraiment d'un point de vue industriel, clairement la place de la femme dans l'industrie elle est quand même assez tardive. Enfin, ouais. Là on cite par exemple Melina Matsoukas, mais
elles sont quand même très très minoritaires. Après, les artistes elles-mêmes ont quand même un pouvoir assez important dans l'industrie, et même si les clips étaient quand même réalisés par des hommes, produits par des hommes, etc., au moins depuis la fin des années 80, depuis vraiment les premiers clips, si on prend même les clips de Janet Jackson, le début des années 90, TLC, etc., on a quand même beaucoup de femmes qui, dès le début des années 90, ont complètement changé le clip. Après, souvent on a tendance à se dire que 90-2000, c'est plutôt la période un peu R&B, donc un peu plus féminin, peut-être moins féministe. Et puis face à elle, il y avait par exemple Lil Kim, qui est quand même beaucoup plus dans la provoque. Si on prend entre Lil Kim et par exemple les Destiny Child, avant que Beyoncé soit considérée comme hyper féministe, il n'empêche que même le R&B à l'époque, si on élargit le hip-hop rap R&B, le même 90-2000, il y a vraiment toute une reconfiguration de la place de la femme dans les clips, et notamment une disparition très progressive et très visible des hommes dans les clips, y compris même si c'est des hommes qui réalisent les clips, les hommes vont disparaître progressivement. Et c'est beaucoup plus visible, je pense, aujourd'hui, parce qu'il y a un discours autour de ça à partir des années 2010, il y a un discours autour de la question du féminisme, mais honnêtement, ça fait quand même depuis les années fin 80 qu'il y a un vrai changement sur les clips qui n'est peut-être pas trop discuté. Et les clips de hip-hop féminin n'ont rien à voir avec les clips de hip-hop masculin. Est-ce que, je ne sais pas si tu as travaillé sur Missy Elliott, mais est-ce que par exemple Missy Elliott a permis, alors c'est... J'imagine qu'elle ne réalisait pas ses clips elle-même, mais j'ai cru comprendre qu'elle et Timbaland, elle principalement, jouait énormément sur les choix esthétiques et sur sa figure, elle, de femme, disons, qui ne correspondait pas forcément au code, c'est-à-dire ni garçon manqué, ni objet sexuel agressif, entre guillemets. Est-ce que tu as l'impression que Missy Elliott a fait bouger quelque chose, notamment en termes d'esthétique? Est-ce que le fait qu'elle ait été une femme a pu faire changer certains codes esthétiques dans la manière de mettre en scène l'artiste? Après, elle appartient exactement, enfin on va dire il y a quand même deux courants assez évidents quand même dans le hip-hop, on va dire les rappeuses hyper féminines qui jouent très clairement, caricaturent, s'amusent de leur sexualité, s'amusent de leur féminité de façon hyper évidente. Ça c'est vraiment, on va dire, plutôt Lil Kim et tout ce qui a suivi, et aujourd'hui par exemple Nicki Minaj. Bien sûr. Et il y a l'autre tendance qui serait effectivement plutôt Missy Elliott, avant elle Queen Latifah, même Missy Elliott, qui est quand même plutôt de ce côté-là, où c'est plutôt des femmes qui, pour s'inscrire dans un milieu hyper masculin, ont un peu joué le jeu aussi de l'identité un peu masculine. Elles sont même pas androgynes, elles sont quand même plutôt assez marquées garçons manqués, elles ont un physique de toute façon en général un peu plus costaud, plus marqué. Et du coup, on a deux rapports très différents au clip, ce qui fait qu'elles ont pu très certainement aussi se débarrasser de cette question de la sexualité et de la féminité qu'elles mettaient pas tellement en scène. Et tout fait qu'à partir de leur clip, c'est très évident, le regard change, parce qu'on n'est pas obligé de mettre en avant ce rapport à l'homme, ce rapport de séduction, et il suffit de regarder un peu ce que disent le public. Très clairement, bon, oui, on regarde Lil Kim parce que c'est quand même des femmes qui jouent de cette provoque sexuelle. Après, il y a quand même peu de gens qui regardent Missy Elliott pour la regarder de façon un peu sexualisée, ou même des femmes comme Queen Latifah. Donc elles ont pu complètement changer les codes, les transgresser, parce qu'elles n'avaient certainement pas ce fardeau-là derrière, et qu'elles ont joué un peu le côté plus masculin pour se débarrasser un peu des ambiguïtés. Oui, bien sûr. Après, Missy Elliott, c'est peut-être un tout petit peu moins marqué, parce qu'elle a quand même... il y a des morceaux où elle est active, où les paroles sont activement sexuelles, etc. Mais il y a eu donc, comme tu dis, une sorte d'opposition entre une hyperféminité et disons pas une négation, mais en tout cas une mise de côté de la féminité de la femme. Est-ce que tu penses que cette espèce de dialectique a fini par trouver une sorte de résolution récemment à travers certains artistes? Et en fait, ma question porte sur le regard de la femme elle-même sur son corps dans le clip, que ce soit via une réalisatrice ou via un public qui est de plus en plus féminin aussi du rap. Est-ce qu'il y a une manière pour les femmes, que ce soit les artistes ou le public, de s'approprier en fait le regard masculin, le regard que les hommes portent sur leur corps dans le clip? Si on repart vraiment du début pour arriver à comprendre comment se construit ce dispositif de regard dans un clip, ou on peut l'associer au cinéma aussi, en général c'est très simple. Bon, principalement le regard qui
celui qui regarde est en général considéré comme un homme, et ce qui est regardé est plutôt une femme en général. Donc la première chose, c'est d'arriver à regarder ça. Si on regarde des clips de hip-hop masculin, c'est très clair, on a quand même beaucoup d'hommes qui regardent beaucoup de femmes dans leurs clips. Donc c'est aussi assez facile pour le spectateur de s'identifier au personnage ou à la persona de l'artiste qui, dans le clip, regarde d'autres femmes. La première grande différence, si on compare avec les clips de hip-hop féminin, c'est que qui regarde une femme, mais dans la majorité des clips, elle ne regarde pas un homme. Il y a très peu d'hommes, ou alors ils sont derrière, ils dansent, c'est vraiment le backup dancer qui est là, ou à un moment donné, très rapidement, effectivement, ils passent. Mais principalement, elles ne regardent pas des hommes, souvent elles regardent même des femmes, ou ce qui est très visible dans la tendance plutôt actuelle depuis 10-15 ans, c'est qu'elles se regardent elles-mêmes. Oui. Ça, il y a vraiment cette idée, non seulement on change le sujet de regard, c'est quand même des femmes qui regardent, et on change aussi l'objet du regard. Soit il n'y en a pas, soit l'objet du regard est d'autres femmes, soit l'objet du regard est elle-même, ou troisième possibilité, elle regarde le public. C'est aussi une façon d'interroger cette question-là et de se dire, bon, très bien, si on part du principe qu'il n'y a que des hommes qui regardent des clips de rap, moi qui suis une femme, bon, bah, si il n'y a pas d'homme qui regarde, je peux très bien m'identifier à une femme dans un clip qui regarde. Si elle me regarde en tant que spectatrice, je peux tout à fait me sentir désirée ou un peu charmée par une femme, sans forcément avoir l'impression d'être dans une position d'homme qui regarde un clip. Mais c'est très visible ce changement de qui regarde, qui est regardé, et comment on a un peu totalement modifié ça. Et c'est pour ça que pour moi, partir du principe que aujourd'hui les clips de hip-hop féminin c'est forcément pour plaisir masculin, il me semble que non, parce que le code de lecture qui est mis en place dans le clip, bah, c'est des femmes qui regardent d'autres femmes ou qui regardent leur propre reflet ou quelqu'un d'autre, et donc elles ne regardent plus les hommes. Donc, au sein des clips, les hommes ne sont clairement pas ceux qui ont le droit de regarder, donc ça laisse quand même un champ très large en dehors pour nous les femmes de regarder un clip sans avoir l'impression de regarder un clip comme un homme et profiter d'un plaisir sexuel féminin comme un homme. Et donc tu penses quoi, que ça laisse, enfin, qu'en fait cette nouvelle façon de réaliser des clips et de mettre en scène les femmes en fait laisse du coup plus d'espace au regard féminin, ou même un regard qui ne serait pas celui d'un homme entre guillemets concupissant qui serait en train de mater une nana qui correspond à son, enfin, presque dans un regard pornographique en fait, quoi. Que ça évacue cette tension. Bah, on joue avec l'ambiguïté, il y aura toujours la place pour un regard masculin, et heureusement, enfin, l'objectif n'est pas que ça s'efface totalement, que ça devienne invisible, mais ça laisse la place au moins à deux autres types de regards féminins. Les femmes qui regardent des clips sans forcément avoir un désir sexuel, bon, ça qui serait plutôt l'ouverture vers un désir un peu aussi homo-érotique, des femmes qui ont le droit de regarder d'autres femmes et prendre plaisir à regarder des femmes, comme un homme prend plaisir à regarder une femme, et ça laisse la place à un regard féminin peut-être moins dans un désir absolument homo-érotique, mais des femmes qui regardent d'autres femmes se mettre en scène, et notamment il y a une évolution assez importante dans le hip-hop sur quels corps sont montrés à l'écran. On a beau dire, bon, les corps sont formatés, etc. Bon, le corps de Beyoncé, elle a quand même pris beaucoup de temps, par exemple, à s'affirmer. Elle était connue pour photoshopper son corps dans les clips avant, parce qu'elle était considérée comme trop ronde. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit plein de grosses fesses partout et c'est ok. Mais il y a aussi cette idée qu'on laisse la place aussi à des femmes qui ont le droit de regarder narcissiquement une autre femme qui est belle, ou qui lui ressemble, ou qui est différente d'elle, mais ça laisse la place à un regard qui est très normal pour un homme de regarder par exemple un autre homme de façon narcissique, il a un très beau corps, j'ai envie d'avoir le même corps, d'aller à la salle de bain. Bon, ça n'existait pas pour les femmes, et je pense qu'on a réussi à l'ouvrir, et voilà, qu'on peut regarder Beyoncé sans forcément avoir envie d'elle, et juste parce que voilà, son corps nous fait fantasmer, et on va aller à la gym aussi. Son corps, ou celui de Rihanna. Ouais. Et est-ce que tu penses que dans justement certains clips de Beyoncé, Nicki Minaj ensuite c'est encore un truc assez différent parce que Nicki Minaj assume, enfin remarque, je sais pas si elle assume, en tout cas, non, c'est Cardi B qui par exemple assume d'avoir des faux seins, d'être disons opéré, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a justement une manière, comme je te dis, d'aller encore plus loin que le regard des hommes sur elle qui voient une femme, un objet parfait, qui en fait disent presque je me considère moi-même comme, alors ça peut être un peu plutôt inquiétant, mais je me considère moi-même comme une sorte de créature artificielle pour correspondre au regard d'un homme ou au propre regard que je porte sur moi. Enfin, je sais que ça peut être un peu vertigineux, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois il y a une sorte de court-circuitage du désir, c'est-à-dire qu'elles se font presque plus désirables que ce que les hommes attendent en fait dans certains clips de Beyoncé ou de Nicki Minaj?
Après, si on compare les deux, par exemple, c'est quand même deux rapports assez différents. Nicki Minaj, effectivement, elle joue de la parodie, de la caricature, elle a très bien conscience de ce qu'elle renvoie. Je ne sais pas exactement si elle assume totalement qu'une grosse partie de ses fesses sont totalement refaites, mais je crois pas. Quand même. Un petit peu, je crois qu'elle en a un peu parlé. Mais... Après, voilà, je pense qu'elle est dans ce rapport-là où elle a compris les codes. L'idée, c'est pas de les rendre naturels, c'est de s'en amuser, de montrer aussi. Enfin, là, c'est très visible sur le clip d'Anaconda. À chaque fois que j'en parle, les gens me disent tout le temps non, mais enfin, c'est pas juste de la parodie. Très clairement, c'est un clip à prendre le premier degré. Je pense pas. Je pense que vraiment, elle sait très bien ce qu'elle fait. Comme Missy Elliott savait ce qu'elle faisait, elle savait s'amuser, comme Lil' Kim le faisait aussi. On a, je pense, ce type de femmes-là qui vont exagérer leur féminité ou exagérer leur sexualité, qui t'apparaît un peu monstrueuse et un peu effrayante. Enfin, Nicki Minaj, elle peut être un peu effrayante quand même. Enfin, Anaconda, ça peut être un peu oppressant quand même. Alors que Beyoncé, je pense que c'est l'autre profil, aussi très certainement parce qu'elle vient plutôt du R&B, donc moins d'un milieu moins agressif. Elle, au contraire, elle a très bien compris les codes. L'idée, c'est de les naturaliser et d'arriver à dire... ces codes, ils ne sont pas uniquement construits par les hommes et on va s'en amuser, on va les caricaturer et puis voilà, on va maltraiter les hommes qui regardent nos clips. Elle, au contraire, elle a très bien conscience des codes, elle sait ce qui manque et ce qui n'est pas visible, par exemple en termes de corps représentés, en termes de regard. Et je pense qu'elle, au contraire, elle a une volonté, non pas de parodier ces codes, mais d'essayer de les rendre naturels pour dire aux femmes, bon ben voilà, il y a un certain nombre de codes, il y a une façon de présenter son corps, il y a une façon d'être sexuellement, etc. Vous pouvez reproduire ce que je suis pour, au contraire, pouvoir l'assumer dans la vraie vie. Alors que Nicki Minaj, elle a un peu tout exposé. Enfin. Ouais, mais oui, d'accord, évidemment. Mais est-ce que donc, je sais que tu t'es intéressé au clip d'artistes femmes, mais est-ce que tu as noté parallèlement à ça un changement du type de femmes qui sont valorisées dans les clips de rappeurs? Honnêtement, il n'y a pas un grand changement, sauf lorsqu'un rappeur prend une femme extrêmement connue. Si on voit tous les feats entre Drake et Rihanna, par exemple, c'est assez clair. Mais je te parle de mannequin, d'actrice de clip, quoi. Est-ce que tu n'as pas noté qu'il y avait des... Les femmes qui sont vraiment backup derrière, etc., qui sont un peu défigurantes, honnêtement, ça n'a pas quand même beaucoup changé. Il y a le même clivage entre le R&B qui est quand même plus dans le côté un peu romantique, on respecte la femme, etc. Et le hip-hop, honnêtement, ça n'a quand même pas grandement changé, je trouve. Ça a permis de changer, surtout quand il y a un feat avec une artiste connue, qui du coup importe son propre univers dans un univers masculin. Mais enfin, vraiment, si on prend par exemple Drake, lorsqu'il est en feat avec une femme et lorsqu'il n'est pas en feat avec une femme, la place de la femme n'est pas du tout la même. Il s'amuse pas du tout la même chose. Bon, il se fait maltraiter par Rihanna dans le clip, puis par contre il va se faire draguer par une mannequin dans un autre, et là voilà, c'est plutôt... Pas très cohérent. Ouais, on sent quand même qu'il y a une part d'ambiguïté, et ils savent jouer des deux côtés, ou ils savent accepter l'univers féminin lorsqu'une femme un peu puissante vient avec eux. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu un très grand changement du côté masculin. On est peut-être moins misogyne, mais... Ouais, il y a peut-être moins d'adresses. Disons que c'est vrai que parfois quand on regarde des clips des années 90 ou 2000, où c'est notamment des trucs du Sud dans l'univers du strip club, etc., c'est quand même souvent, il n'y a vraiment aucune espèce c'est vraiment un truc d'objectification qui se discute même pas d'ailleurs, en fait, c'est un truc où on peut presque même pas être choqué tellement c'est un fait établi. Ça a peut-être quand même un peu évolué, comme tu dis, même si les femmes ont à peu près la même tenue, le même type de corps, elles sont peut-être un peu moins disons, réifiées, objectifiées comme elles ont pu l'être par le passé. Si on prend par exemple sur la musique du Dirty South, etc., ce qui a changé aussi, c'est que par exemple c'est un milieu musical qui s'est aussi ouvert à des cultures LGBT, donc du coup forcément aussi l'image de l'homme a quand même grandement changé. Les femmes ont pris plus de place aussi comme ça. Je pense que c'est la seule chose qui a changé, c'est que, bon, même si on en est encore très très loin, mais je pense que l'homophobie a quand même bien bougé sur les clips de hip-hop masculin, enfin, en tout cas sur les très gros clips, il y a toujours des clips qui sont malheureusement encore un peu homophobes, mais le fait qu'on ait des très grands rappeurs qui soient outés par exemple, etc., je pense que c'est ça qui a changé, mais bon... Ça n'empêche que dans le
sur le gros de la production, il n'y a pas encore de... Voilà, on va dire sur les artistes les plus connus, oui, très clairement ça a changé parce que seulement voilà, c'est quand même très proche de la majorité des artistes puissantes. Après sur la production un petit peu en dessous, avec des artistes un peu moins connus, je pense qu'il y a encore quand même ce côté la femme est un trophée, il faut le mettre en avant. Il suffit de regarder même médiatiquement comment on traite l'univers du hip-hop. Bon, c'est toujours le gossip, à savoir toutes les conquêtes possibles de tous les rappeurs, etc. Ce qu'on ne fait plus, par exemple, avec les femmes, enfin, il suffit de regarder, il n'y a pas ça sur Rihanna, par exemple, où personne ne va gossiper quoi que ce soit sur son dos, par exemple. Mais je pense qu'il y a encore ce truc-là, ça fait plaisir au public, donc ça ne va pas disparaître aussitôt, mais peut-être ça bascule sur la production un peu plus minoritaire, sans être péjoratif. Et est-ce que tu t'es intéressé aux rappeuses françaises qui font leur clip? Enfin, je pense à Ayana Kamura qui a fait un hit cet été, ou à cette rappeuse strasbourgeoise qui s'appelle Marlowe Loud, je ne sais pas si tu vois. Est-ce que tu as vu un peu, est-ce que tu notes une spécificité française dans la manière de mettre en scène le corps, où il n'y a pas la même culture, il n'y a pas les strip clubs, c'est pas le même background, disons, en termes de chrétiens, musulmans, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe Est-ce qu'il y a une spécificité française chez les rappeuses dans leurs clips, ou est-ce que tu as l'impression que c'est quand même dans l'alignement? Alors, je suis un peu moins spécialisée dans l'équipe de rap français, du coup, je vais être obligée d'avouer que j'aime un petit peu moins ça. Mais... D'accord. Après, ce qui est la différence quand même majeure, c'est justement cette base de la culture du sexe, de la culture de la marchandisation du corps, le rapport à l'argent, etc. On le voit même sur les clips, du coup, tu pourras le confirmer, sur les clips de hip-hop quand même français masculin, même si on essaie de reproduire un peu le schéma à l'américaine, on est quand même... peut-être moins dans le cliché ou moins dans l'abondance, et c'est assez visible quand même chez les femmes qui sont moins dans cette culture-là. Après, on reprend tout à fait, je pense, le côté identitaire et politique. Enfin, là, toutes les rappeuses actuelles, elles jouent de ce côté-là, elles reprennent ça des États-Unis aussi. On met en avant le côté un peu féministe, même si je pense qu'on est un petit peu loin en termes de code visuel, mais on reprend quand même cette question-là. Mais vraiment en se débarrassant un peu cette question du sexe et de la sexualisation du corps, je pense que c'est un peu plus frileux du côté des femmes en France, et c'est visible aussi dans notre discours médiatique, la façon dont on en parle, donc je pense qu'elles sont moins là-dedans et qu'elles oseraient peut-être moins aller dans l'ultra-provoque sexuelle et oser dire je suis ultra-provoque sexuelle et féministe. Ce qui marche dans la pop en France, mais ce qui marche moins quand même dans les pop. Oui, c'est vrai, ça marche. Ça peut marcher même dans la pop un peu commerciale, teenage, etc. Mais ça va peut-être moins, effectivement. Kevin, qu'est-ce que... toi, dans tes clips, tu mets assez rarement des femmes en scène. Il y en a un peu, mais... c'est pas, tu me parlais justement de ton rapport à l'image des corps dans les clips, et tu me disais qu'en fait c'était pas quelque chose, en tout cas c'était quelque chose qui existait dans notre clip, mais qui n'était pas forcément ce que toi t'avais envie de faire. Est-ce que tu peux développer un peu? Globalement, dans le rap français, il y a quand même une tendance à objectifier la femme. Quand tu regardes le dernier plus grand succès comme PNL et tout, fait 10 clips, il n'y a pas exactement. Je pense à d'autres rappeurs comme Freeze Corleone, par exemple, aussi, qui carrément c'est une discographie entière où t'entends l'insulte. Et voilà, qu'est-ce que. Toi, tu t'es. En gros, t'essayes. Le rapport que tu as à l'image des corps n'est pas le même. Par quoi ça s'est développé en fait? Qu'est-ce qui te. Est-ce qu'il y avait un truc qui te gênait justement dans la manière de filmer le corps du rappeur ou de la rappeuse? Non, mais tu veux dire Pardon. J'ai pas bien compris la question. Je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as l'impression de filmer les corps différemment? Est-ce que tu essayes de filmer le corps du rappeur, ou en tout cas de le... Tu veux dire par rapport au rap? Ouais, quand même. Enfin, moi j'ai essayé dès le début de pas faire de sexualisation, de provocation gratuite, tu vois. Et même ça m'a amené en fait à collaborer avec des rappeuses, du coup. Tout simplement. Comme... elles sont plus en activité, mais il y a des Horty, les jumelles. Il y a eu Shai, avec qui j'ai travaillé au début. Et là, plus récemment, la Ace, rappeuse du crew 667 aussi.
Et quand tu travailles avec elles, par exemple, est-ce que tu as comment ça se passe, vous discutez, est-ce que la question de leur image, de leur corps, etc., est un truc qui est... Dans le cas du rap, tout se fait très instinctivement, il n'y a pas de... on ne théorise pas avant le tournage sur comment elle va se représenter ou quoi, mais ça s'impose tout seul. Il y a des trucs où ils vont dire non, ça c'est pas possible, alors ils regardent les images et non, ça marche pas. Mais, non, j'ai une vision assez totalitaire de ce que je fais, donc même c'est ça, c'est pas... Mais non, tu veux dire par rapport à eux, comment ils sont représentés? Est-ce qu'il y a des... Non, bah ça, je pense avec tous les gens qui se représentent, les chanteurs de manière générale, je pense que ça dépasse le cadre du rap, des fois ils sont... tu vois, bloqués sur des détails d'apparence. Et est-ce que toi, tu as commencé avec Joe, que tu disais, est-ce que tu as l'impression que le rap français, dans sa manière d'être clippé, ou le clip, comme dans le rap américain, est devenu un truc, en fait, un outil quasiment aussi important que la chanson elle-même? Toi, tu dirais que c'est que non, tu peux... Ça va aider peut-être au début de YouTube, tu vois. Sur, je finirai une décennie entre 2006 et 2016. Mais je pense que là, on est rentré dans Instagram, tout ça. Je pense que les spectateurs font moins attention à la direction artistique d'un clip ou quoi, tu vois. Ils veulent suivre, comment dire, être dans la vie personnelle, tu vois, des chanteurs, plus que dans ça, je trouve les enjeux. Et donc, changer les dernières années, tu vois. Enfin, t'as plein de clips qui sont faits pas en tant qu'œuvre individuelle, juste pour assurer un volume, assurer un matériau pour communiquer et tout. Pour avoir un truc à délivrer, mais où... mais pas considéré en tant qu'œuvre. Mais s'ils suivent quand même sur Instagram, etc., c'est qu'il y avait un besoin d'image, on est d'accord? Il y a un besoin d'image. Et ce besoin d'image, en fait, toi, tu as l'impression que quand tu fais tes propositions, c'est des choses qui sont forcément, comment dire, est-ce que tu penses forcément à servir la musique du mec, ou est-ce que tu penses justement plus en termes d'image, ou lui proposer quelque chose de différent? Franchement, ça va dépendre des approches. Il y a des artistes avec lesquels une idée, du moins une idée très précise de comment ils veulent être représentés. Ils font plus appel à moi en tant que maker, mais moi dans certains cas j'aime bien procéder aussi comme ça parce que ça, je sais pas, ça va avec la dynamique du rap un peu sportive, tu vois. Mais c'est-à-dire il te donne une sorte de base d'idée? Non, oui, ou des éléments peut-être. Je sais pas, de documents écrits. Mais par exemple, le clip, je sais pas, Al Capote et Dr Doolittle sur le lieu, la forêt. Ça, on a vu avec les rappeurs. Al Capote, plutôt les Dr Doolittle. On a une idée, même assez précise. Sur et même sur le fait de représenter, tu vois, enfin d'utiliser, moi, j'ai jamais voulu casser, entre guillemets, les codes du clip de rap. Enfin, je trouvais ça intéressant d'en jouer, justement. Pour moi, mon background de cinéma est garder un peu des codes du rap, mais d'amener un truc plus cinégénique, tu vois. Donc voilà, autour de Chien, avec Alka et le Tempoulette, c'était comme ça qu'on a travaillé le truc. Je ne sais plus, je me suis perdu. Non. Et qu'est-ce que tu... l'industrie du rap, du clip de rap, assez, disons, entre guillemets, pas mainstream, mais disons assez standard. Je pense à ce que font Daylight, par exemple, qui sont des producteurs de dizaines de clips par mois. À 360 degrés, tu vois. Voilà. En plus, ils sont moins réels, je pense qu'ils amènent une solution globale qui est mortelle pour les artistes qu'ils accompagnent, parce qu'ils ont besoin d'assurer un énorme volume. Ils ont leur mécanisme de travail. Pardon. Non, mais tu as l'impression que cette mécanique, elle nourrit l'industrie au sens où elle fait avancer, elle donne plus d'exposition, parce que c'est quand même à ça que ça sert le clip, c'est un objet
promotionnel, ou est-ce que est-ce que tu dirais que ce genre de clip, même si c'est fait un peu à la chaîne, est un truc qui contribue quand même à donner une... Ouais, quand tu prends le tableau d'ensemble, le développement d'un rappeur sur une année, là comme ça, individuellement, ça n'a pas vraiment d'importance, mais le tableau global, c'est bien, qu'est-ce que tu dirais, enfin toi dans ton objet de recherche, est-ce que l'aspect, disons, production, enfin business, purement, justement, est-ce qu'il y a eu un moment où dans l'économie on a pu se rendre compte que l'image de la femme un peu objet était un truc qui marchait plus, et que est-ce que ça a déclenché quelque chose dans l'industrie? Est-ce que tu sais si ça a pu du coup ouvrir la voie en termes commerciaux à des esthétiques, des directeurs artistiques, des réalisatrices qui valoriseraient davantage quelque chose d'un peu plus progressiste? Est-ce que le progressisme a fait vent en gros à un moment donné? Alors, je ne sais pas si on pourrait trouver une date où, l'artiste assez évidente quand même qui a permis de démocratiser, on y revient tout le temps, c'est Beyoncé, même si c'est pas du tout la pionnière. Après, je pense que toutes celles d'avant, elles savaient jouer de l'ambiguïté, de justement, on sait que notre corps fait vendre et on va être un peu subversif sans forcément que tout le monde s'en rende compte. Je pense que celle qui a fait comprendre qu'il fallait un peu changer ça, c'est quand même Beyoncé. Après, bon, il y a quand même, je pense que l'industrie continuera jusqu'à la fin des temps, je la provoque, c'est quand même ça qui fait marcher. Je pense que le progressisme et les bons sentiments feront jamais vraiment totalement marcher l'industrie à mon avis. Mais par contre, je voulais revenir sur la question du rapport entre les clips ou même Instagram et ce que veulent consommer les spectateurs en musique. C'est vrai que je pense qu'il y a une grosse différence en France sur le rapport à la consommation de clips, mais ça parce qu'on n'a pas les mêmes plateformes. On n'a pas la même visibilité, ça passe quand même franchement pas à la télé. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Les clips ils sont surprésents, il y a des chaînes qui sont 100% déjà sur un type de clip particulier, il y a des chaînes que de hip-hop, des chaînes de rock, etc. Je pense qu'il y a une grosse différence et le clip aujourd'hui, par contre, aux États-Unis, a atteint vraiment un moment où on a une sorte de noblesse à faire du clip. Enfin, là, c'était très visible avec Beyoncé sur son dernier album qui a reçu un prix spécial aux Emmys, et du coup c'était totalement... Tu parles de Lemonade là? Voilà, sur son album. C'est un album vidéo. C'est ça, c'est un album visuel. Donc bon, déjà le concept d'album visuel est quand même pas un concept hyper évident pour tout le monde. Non. Et donc elle reçoit comme ça un prix, ce qui est quand même totalement inattendu. Je pense que l'industrie de la musique l'a compris. Si on compare par exemple pour les Grammys aux États-Unis, où il y a quand même des clips qui sont récompensés et ça a un vrai impact, les MTV Music Awards, etc. Enfin, il y a tout un tas de cérémonies qui sont vraiment ou qui vont s'ouvrir au clip, ou qui sont 100% sur une cérémonie de prix de clip, etc. Je pense que c'est quand même hyper essentiel et que par contre les artistes ont compris aux États-Unis que le public veut quand même consommer leur vie privée, ce qui quand même marche très bien. Et donc un certain nombre d'artistes surtout utilisent les clips pour mettre en scène leur vie privée. Il suffit de voir là, Jay-Z, Beyoncé qui se tirent la bourre entre albums, lui donne sa version de l'homme qui trompe sa femme, elle sa version, etc. Je pense qu'on emploie totalement les clips justement pour arriver à satisfaire ce besoin de curiosité personnelle et chacun arrive un peu à se mettre en scène. Bon, c'est visible même avec Nicki Minaj qui aime bien quand même mettre comme ça des références à sa vie privée pour ses fans, entre guillemets. Je pense qu'on a réussi et honnêtement les clips aujourd'hui sont quand même... un gros artiste est obligé d'avoir un clip pour exister aux États-Unis. Mais du coup, je parle un peu plus des artistes émergents, tu vois, les artistes qui... Ouais, tu veux dire qu'en gros, pour un mec qui démarre, qui sort son premier projet... Dans le contexte du rap, de l'autoproduction, parce que c'est beaucoup d'autoproduction, il y a même quand il y a des labels derrière, c'est souvent l'autoproduction. Ouais, c'est le label de pas forcément rap. Là, on peut le faire par exemple sur les femmes avec Princess Nokia qui maintenant commence à avoir un peu de popularité, qui était autoprod au début, etc. Elle, très clairement, elle s'est fait connaître grâce à ses clips. Ne serait-ce que parce que l'accès à sa musique n'était pas évident, c'était pas encore sur Spotify, ça a pris un petit peu de temps, etc. Son album a pris du temps à sortir, et par contre, pour le coup, les réseaux sociaux n'ont fait que partager ses clips, et elle est quand même venue connue grâce à ses clips et grâce à l'imaginaire qu'elle a produit dans ses clips. Et je pense qu'elle n'en serait pas là aujourd'hui, par exemple. Après, je pense que c'est totalement différent entre la France et les États-Unis, mais un petit artiste aux États-Unis peut honnêtement gagner
gagner en visibilité par un clip, c'est même quasi obligatoire. Des gros followers par exemple sur Instagram qui n'ont pas de clip, honnêtement, vont quand même avoir un peu du mal à sortir. Il suffit de voir même les grosses plateformes de musique comme Tidal, donc personne ne veut payer, mais qui jouent de l'exclusivité de la musique et des clips aussi. Et c'est un peu essentiel, et je pense qu'aujourd'hui l'identité musicale elle dépend vraiment aux États-Unis d'un clip. Et bon, on arrive avec des albums visuels, etc. Mais ouais, mais c'est, enfin, j'aurais été tenté d'être d'accord avec toi, mais après je me suis rendu compte d'une chose, c'est que par exemple, je lisais un article là-dessus sur les SoundCloud rappers, ce qu'on appelle les SoundCloud rappers, Yachty, Lucifer, etc. C'est leur succès est vachement dû à un succès. Enfin, au départ, ils ont des centaines de milliers de plays sur SoundCloud, donc où il n'y a pas de clip, et ils réussissent à exploser. Enfin, ils ont assez vite des clips, mais ils réussissent en mettant quelques morceaux seulement où il y a juste de l'audio, de la musique, à cartonner. Et l'auteur de l'article faisait remarquer que c'était un peu moins faisable en France, parce qu'en France, les gens ont très vite en fait, besoin d'associer un son à une image. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme ça que ça se passe, Kevin, toi? Enfin, est-ce que tu as eu des contactés ou travaillé avec des artistes qui disaient là, je veux absolument avoir tout de suite une image pour sortir quoi. Oui, non, mais la nécessité d'avoir un clip, elle est là, elle est présente. Mais je veux dire, c'est vraiment, mon clip, c'est beaucoup moins important qu'avant. D'accord. C'est juste l'importance qui Mais du coup, est-ce que tu penses que enfin, toi par exemple, est-ce que des mecs pourraient te demander, est-ce que des artistes pourraient te demander de faire des sortes de micro-séquences pour Snap ou Insta? Non. Il y a des mecs qui font ça. C'est le problème. Ouais. On va avoir un social media. Mais non, remets-moi la question. Non, t'as déjà répondu. Mais est-ce que toi, d'ailleurs, les artistes avec lesquels tu collabores régulièrement, qu'est-ce que tu penses qu'ils viennent chercher comme tu fais des choses un peu différentes, est-ce qu'ils font appel à toi et ils alternent avec un réalisateur qui va être plus classique, ou est-ce qu'ils cherchent à s'associer à toi pour... Non, ça dépend des formations. Ouais. Tu vois, il y a des chanteurs ou des groupes que j'accompagne depuis longtemps, et même eux, c'est intéressant pour eux d'évoluer, tu vois, avec moi, mais pas forcément tout le temps. Avec un capote, par exemple, c'était un exemple. Tu vois. On se retrouve à des moments un peu charnières tous les 2 ans. Moi, je sais que sur certains projets, il fallait être... voilà, du coup, il fallait être rendez-vous, être marquant, dans une vision du vidéoclip à l'ancienne. Ouais. Où il est, disons, un peu au centre du truc, où il y a... Oui, non, on va dire on réfléchit pour du rap. Ouais. C'est-à-dire on réfléchit pour du rap. Non, parce qu'il y a des clips que tu fais de manière plus ancienne, comme je disais tout à l'heure, mais d'autres projets, quand il y a des personnalités comme Al Capote qui ont, tu vois, ils convoquent un lourd imaginaire au-dessus, machin, on essaie de travailler des trucs un peu plus... qui allaient vraiment bien avec ces personnalités. Toi, tu travailles d'ailleurs avec, je sais que Lucien Krampf aussi, vous faites ça ensemble, des images de synthèse. 3D, de synthèse. C'est un truc qui est bien pris par les rappeurs, c'est un truc parce que ça peut faire genre hors sujet quoi. Oui, c'est vraiment un peu arrêté. Mais quand on était en phase de recherche et d'expérimentation là-dedans, il y avait un côté très ludique, les rappeurs aimaient beaucoup sur le truc, on a utilisé cette technique. Et qu'est-ce que vous attendez en ce moment, enfin là dans les années à venir, toi par exemple, c'est bien en termes de clips de rap féminin, est-ce que tu vois des choses qui vont être forcément bloquées, par exemple en termes d'image? Est-ce qu'on peut voir, enfin, on a déjà eu d'ailleurs des clips où les rôles sont inversés, où c'est des femmes qui traitent les hommes en objet, etc., y compris d'ailleurs dans des clips de rappeurs masculins. Mais est-ce que tu vois des nouvelles barrières à faire basculer dans l'esthétique du rap, dans les techniques du rap? En termes d'esthétique, je pense qu'on arrivera toujours à pousser et à réinventer. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été réinventées. Enfin, même sur l'inversion, c'est très visible dans les clips
des femmes, où c'est quand même elles qui sont toujours à l'initiative, c'est elles qui sont dans les positions de domination, etc. Par contre, ce que je souhaite et ce que j'aimerais qui évolue, c'est surtout les mentalités autour des clips. Je pense pas tellement l'esthétique, parce que l'esthétique évoluera toujours, il y aura toujours un marché pour une esthétique alternative, une esthétique dominante ou quoi. Je ne souhaite même pas forcément que l'esthétique alternative devienne la norme dominante, parce que si tout est ravalé, dans ces cas-là, bon, bah, qu'est-ce qui reste à côté? Par contre, je pense que ce qui doit changer, c'est vraiment encore le discours. Je pense qu'il y a une grosse différence quand même entre le discours américain et le discours français, même si c'est un peu plus progressiste. Je pense que le fait que la lecture dominante quand même aux États-Unis soit une lecture un peu politisante en ce moment, enfin, tous les clips qui sortent, il suffit de voir tout ce qu'il y a eu autour, par exemple, du clip de Childish Gambino, de ces Américains, etc. Il y a un mode de lecture, et par les critiques, et par les spectateurs, et par les universitaires, le clip est un objet politique, est un objet de visibilité. C'est presque un clip qui était fait pour être discuté, en fait. C'est ça. Et les clips ont un impact quand même très fort sur la société. Du coup, ce qui me chagrine et ce que j'aimerais qu'il change un minimum, surtout que ça arrive un peu tranquillement quand même en France, de façon un peu plus visible, c'est plutôt que l'inverse, les mentalités changent sur ça et qu'on arrive à totalement considérer le clip comme un objet politique ou identitaire qui permet de réfléchir à la société, à la question de l'identité, du rapport au corps. Et ça, je pense que c'est plutôt bloqué par le public et moins par les industriels qui, de toute façon, arriveront toujours à trouver leur compte. Si ça plaît au public, très bien, bah, allez. Et à garder certaines recettes de narration, d'opposition, etc., qui, effectivement, sont les choses les plus faciles à fabriquer et à digérer aussi pour le public. Après, sur les questions de récits, les récits dans les clips de hip-hop féminin ont quand même déjà beaucoup explosé. Il y a beaucoup moins, c'est encore visible dans les clips de R&B, mais les clips de rap un peu moins. Il y a moins le récit de la femme ou de l'homme qui se séduisent mutuellement, qui se cherchent, etc. On est vraiment plus dans une mise en valeur du corps ou du rapport à sa propre sexualité. Je pense qu'on s'est quand même beaucoup débarrassé. Voilà, ce qui n'a pas disparu dans les clips de hip-hop masculin, où l'univers quand même très bling-bling, grosse voiture, jolie fille, plein d'argent, est encore assez présent, même s'il a quand même évolué. C'est encore très présent. Ça fait quand même très longtemps que ça a disparu des clips de hip-hop féminin. Donc du coup, il n'y a pas une grosse marge non plus en termes d'effacement. Ça a déjà été bien avancé. Je pense qu'il faut que les mentalités évoluent maintenant et qu'on arrête de penser qu'il faille douter à tout prix que les clips de l'époque féminin sont que pour les hommes. Kevin, toi, dans les clips et les réalisateurs de clips américains, il y a des gens que tu suis particulièrement, ou c'est un truc où tu vas plutôt regarder les réalisateurs de films c'est plutôt de cinéma en vrai. J'ai suivi avant, plus avant. Maintenant, je ne suis pas trop. Je vois un peu les gros mecs, tu vois. Le Brother. Quand les mecs ont vraiment une influence visible, tu vois, sur différents types de contenus, tu vois, différents genres musicaux, je trouve que je capte, tu vois. Quand tu revois la patte très bien, tu te dis, vas-y, je vois qui c'est. C'est eux, je les situe, tu vois, dans les années. Mais sinon, non, je ne suis pas bon. Juste par rapport au cinéma pour du temps déjà. Tu prépares d'ailleurs un projet pour le coup qui n'est pas un clip, qui est enfin, tu peux de pas. Quel projet Avec budget prêt. Ouais. Non, oui. Je développe. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que tu peux passer d'un format clip à un format de moyen métrage qui. Oui, mais ça j'en ai déjà beaucoup joué dans l'équipe que j'ai fait, justement de briser la contrainte de temps, tu vois, parce que quand j'ai commencé à faire des clips à l'ère de YouTube, donc il n'y avait pas d'impératif de chaîne de télé ou de durée. Bien sûr. Je trouve ça assez bizarre parce que des clips qui suivent juste la musique, tu vois, sur 3 minutes, ou s'en servent juste comme un objet promotionnel. Faire des nouvelles propositions. Du coup, non, j'ai fait beaucoup. Avant de faire des films, je fais des clips assez longs, un peu hybrides et tout. Mais toi là, avec le catalogue que tu as, les majors
peuvent pas du tout. Enfin, en gros, ça t'est arrivé déjà de travailler directement avec des majors pour des clips, ou c'est un truc qui. Tu sens qu'il y a une séparation? Non, si, je travaille un peu avec des maisons de disques ici, mais justement, ça n'a rien à voir avec le monde anglo-saxon. Ouais. Ici, c'est courant que tu sois contacté directement par des chefs de projet ou des directeurs artistiques d'artistes, tu vois. Aux États-Unis, ça fonctionne complètement autrement quand c'est un système pour le clip musical qui se rapproche beaucoup plus de la publicité, l'équivalent de la publicité. Il y a les commissionneurs, des intermédiaires qui existent en dehors des maisons de disques, en dehors des boîtes de prod, qui sont en intermédiaire en plus. Les maisons de disques anglo-saxonnes, elles font appel à ces commissionneurs qui sont comme des marchands d'art en fait, qui sont chargés de voir l'artiste, idéologiquement, si vous voulez l'exprimer, quelle esthétique et tout, ils proposent des réals, et là les réals sont en complète. Il y a des appels d'offres quoi. Bien sûr. En France, ça n'existe pas encore ça. Il y a pas assez d'argent pour le faire. Ou alors, après, dans le nouveau système de production de clips, le truc c'est que les majors mettent même pas d'argent, c'est souvent. Il y a plein de gros clips très importants des dernières années chez les Rihanna qui sont sortis, des trucs qui sont faits par des boîtes de prod françaises par exemple. C'est ça qui est intéressant aussi de c'est qu'il y a beaucoup de clips marquants américains qui sont faits par des boîtes françaises. Ouais. Lesquels par exemple? Iconoclast. Et que ce sont déjà des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent avec la pub. Du coup, quand il y a des artistes intéressants comme Rihanna ou quoi, ils passent même plus par l'appel d'offres, ils disent directement qu'ils veulent le faire et qu'ils le font gratuitement. D'accord, ils le font à perte pour leur image. Bien sûr, parce que c'est du prestige. Et du coup, ça a tendance à dérégler un peu tu vois, l'économie déjà. Ici, c'est la même. Les gens, ils connaissent les gens des prods. Tu vois, les prods, eux, ils font de l'argent avec la pub et du coup, ils leur disent j'ai tel artiste un peu stylé, il a fait avec lui. Et le danger, c'est que du coup, les prods qui prennent en charge gratuitement généralement, ils orientent l'esthétique de manière à ce que ça ramène surtout d'autres pubs en fait. D'accord. C'est ça la mécanique. Ah oui, ils s'en servent comme une sorte de boucle. D'accord. Ok. Est-ce que le système, je ne veux pas tomber trop dans la presse professionnelle, mais par exemple, je sais que Daylight, dont on parlait tout à l'heure, qui font les clips de Section d'Assaut et de Maître Gims depuis le début, en fait, Maître Gims, ça les a presque imposés aux différentes majors où il a signé. C'est-à-dire qu'ils font tous les clips, tous les morceaux sont clippés. Le dernier album de Maître Gims, par exemple, qui fait, je crois, 40 morceaux, il y a 40 clips. Et donc, en fait, c'est une sorte de... pour eux, ils ont, je ne sais pas s'ils les font tous, mais en tout cas, ils en font. Qui les payent en vrai. Maintenant, Maître Gims, c'est une boîte qui dépend de TF1. C'est d'autant plus simple à diffuser. Écoutez, on va passer peut-être aux questions. C'est ce que tu me... N'hésitez pas, il faut toujours se renseigner. Moi j'en avais une du coup, je vais lancer. C'est quelque chose que tu as abordé, auquel je pensais pendant que Célia parlait de... Je pensais justement au clip de PNL, où tu parlais de Frisk Orleans, du collectif 667 qui est beaucoup plus underground, qui développe. Où c'est vrai qu'il y a beaucoup, PNL, il y a des clips sans nana du tout, très masculin, très... je sais pas si c'est du romance, etc. Mais j'ai l'impression qu'on le voit moins. Alors j'ai moins une vision de tout ce qui se fait aux États-Unis, mais qu'on le voit beaucoup moins aux États-Unis. Alors est-ce que c'est une spécificité française, méditerranéenne est-ce qu'il y a un début d'explication à ça, ou c'est plutôt justement une personnalité qu'ils ont trouvée, une façon de se démarquer? Je pense que les Américains ils étaient quand même là avant sur la métrosexualisation du rap. Young Thug et je pense que PNL ça arrive dans la foulée, tu vois. Quand même il y a des gens en PNL, des banlieusards aux cheveux lisses, ça existait un peu avant eux. Mais ouais. Ils sont frères PNL, hein. C'est pas une romance. Bien sûr.
Bonjour à tous. Merci à vous trois pour vos interventions. Je voulais revenir sur la question, on va dire, politique et portée politisante du clip. Célia, je ne sais pas si j'ai bien saisi tes propos, mais tu disais qu'en gros en France c'était peut-être moins le cas qu'aux États-Unis. Et peut-être que c'est parce que je vais citer des rappeurs qui sont sur ce créneau-là, mais si on parle de Medine, de Youssoupha, etc., ou même de Tandem, il y a longtemps, c'est-à-dire par exemple quand ils ont fait la trilogie Le Jugement, avec pas mal d'invités, j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de portée politisante qui est assez historique dans le rap français. Et c'est pour ça que je pose cette question. Enfin, cette question, comment dire, j'ai envie de faire le lien avec la musique, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment fait le lien avec le fond du propos des artistes en fait. Alors c'est pas forcément la question, j'imagine, mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez sur cette histoire de portée politisante qui est quand même une trame assez générale depuis les années 90-95 dans le rap français. Alors c'est peut-être un créneau du rap français qu'on n'a pas exploré aujourd'hui parce qu'on parle d'un certain rap français, un rap indépendant, etc. Voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Merci. Ouais. En fait, du coup, je suis tout à fait d'accord que ça existe en France et ça fait une partie du rap, sur quand même des très très gros groupes comme IAM ou NTM qui ont quand même surfé aussi sur ça. Après, même sur PNL, aujourd'hui, très clairement, toute l'identité du clip chez PNL, c'est hyper lié à la cité, dans Marseille, etc. C'est un fondement du rap français aussi. Par contre, comme vous le disiez, soit c'est quand même un peu une frange sur le côté, même s'il y a quand même des très gros groupes qui jouent sur ça. Mais la différence, c'est que je pense que c'est toujours lié à une forme de politique des quartiers. Voilà, ça parle des quartiers en France, d'un certain milieu français, etc. Aux États-Unis, je pense qu'il y a une volonté politique plus large. Là, This is America, c'est pas uniquement, par exemple, parler de l'identité afro-américaine, c'est taper sur le président qui est là, on ne va pas le nommer, mais il y a tout ce truc-là. Je pense que l'envie de politique ou l'envie d'identité, elle est en général plus globale et plus nationale aux États-Unis. Et la différence aussi est que en France, les Français qui consomment du rap diront naturellement effectivement que c'est aussi ça qui paie dans le rap, c'est le côté politique, c'est le côté identitaire. Par contre, médiatiquement, c'est quand même tout de suite vu comme des sociologues qui parlent, des petits gamins de banlieue qui consomment du rap de banlieue, etc. Aux États-Unis, il y a un côté tout de suite quand même, qui est plus accepté, je pense, médiatiquement, et on le regarde moins de façon un peu... c'est la cage aux fourmis, on regarde comment les gamins de banlieue évoluent dans les clips, etc. Aux États-Unis, je pense qu'on a compris qu'on pouvait en parler de façon plus haute et sans les désigner comme des communautés. Je suis pas presque d'accord sur le rap français. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que là, dans les cas de Childish Gambino et tout, c'est pas la même force d'impact, tu vois, des médias qui relaient ces trucs-là, comparé à justement des rappeurs comme Medine ou quoi, qui bénéficient d'aucun support mainstream, tu vois, en France. Ou alors, quand tu as un support mainstream, c'est lié à une polémique. Je me permets juste de... Quand on parle de Medine, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un petit côté boycotté, etc. Mais si on parle de Youssoupha, qui fait des disques d'or, qui appelle son album Noir Désir, Négritude, etc. Et pour revenir à la question des cités, etc. Par exemple, désolé, je ne veux pas faire un dialogue, si quelqu'un a une question, je veux juste répondre. Par exemple, Kerry James et Kalash Criminel, leur dernier featuring s'appelle PDM, Pays de Merde, et ça parle explicitement du même sujet que Childish Gambino, en fait. Et bon, c'est très cité aussi, mais en fait, c'est des sujets qui sont assez universalistes dans la question dans la question politique. C'est pas juste cité, c'est-à-dire que Kalash Criminel est très ghetto cité, mais là, quand il s'associe à Kerry James, c'est quand même une espèce de portée un petit peu plus intellectualisante, on va dire. Donc voilà, donc il y a des artistes qui sont aujourd'hui mis sur le devant de la scène et qui quand même portent ces sujets-là, j'ai l'impression. Oui, je pense même que... Booba indirectement, pardon, désolé, voilà. Je n'oserais pas parler de Booba, qui n'est pas ma grande passion, mais je pense que ça existe. Après, moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue de la recherche, c'est vraiment d'arriver à voir que même si ça existe, médiatiquement, ça n'a pas de portée, ça n'a pas de visibilité. Et c'est symptomatique de ce qu'attendent les médias français. C'est pas symptomatique de ce qu'attend le public français, puisque de toute façon, ces artistes-là, malgré tout, marchent. Qu'ils aient une grosse visibilité ou pas, c'est des artistes qui marchent, qui ont quand même une grosse fanbase, qui tournent bien, etc. Mais par contre, ce qui est symptomatique, c'est que ça n'intéresse pas les médias français. Contrairement aux États-Unis, où,
effectivement, même un tout petit artiste va être hyper relayé par un très très gros média, qui est de la provoque ou pas, mais dès qu'il y a un côté un peu politique ou un peu identitaire, en France, c'est très frileux, quoi. Comme le morceau Bordel les Blancs, là, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui... Ça, c'est ok, parce qu'il y a une grosse polémique, quoi. Ouais, voilà, mais genre, on en parle sur tous les médias généralistes le lendemain matin, alors qu'on parle jamais de rap, juste parce que, en plus, c'est quand même pas très compliqué de voir que le mec, effectivement, c'est pas un message à des pâquerettes, voilà, après, c'est hyper maladroit, c'est pas forcément, bref, hyper bien exécuté, mais il y a un truc d'inversion qui est relativement lisible, et le mec se fait démonter de manière après, je me permets de rebondir là-dessus parce que tu parlais de Kerry James. Moi, je me suis fait la remarque en regardant le clip que Kerry James a initié suite aux déclarations complètement débiles du mec de Radio Courtoisie, là, Henri de Lesquin. Bon, en dehors du fait qu'il a donné énormément de portée, enfin qu'il a donné un public énorme à Henri de Lesquin, qui était un mec quand même très peu suivi jusqu'ici, le clip, en fait, suivait l'esthétique et le langage du clip. En fait, on avait l'impression de voir un clip genre des enfoirés qui s'indignent je sais pas, de la famine en Arménie avec Zazie qui regarde les caméras. Et je trouve qu'il y avait un truc hyper vachement, enfin, ça faisait pas du tout, c'était vachement détaché en fait de ce qu'on pourrait attendre d'un clip de rap. En fait, ça faisait clip hyper sérieux qui reprend en fait les outils un peu institutionnels, télévision publique, d'une culture qui a priori n'est pas véritablement celle qui résonne avec le rap. J'avais trouvé ça assez étonnant. D'autres questions? Oui, moi j'avais juste une petite remarque aussi par rapport. Enfin, c'est vrai que ça donne le ton, là, cette histoire sur Pendez les Blancs, ça donne le ton du débat en France, ou en tout cas le niveau du débat en France qui est quand même vachement éloigné du commentaire, de la qualité du commentaire politique et culturel qui peut être fait sur les clips aux États-Unis. Et je pense qu'il y a une tradition journalistique, il y a une tradition même universitaire qui a déjà vachement pénétré aux États-Unis, qui a ses dérives assez claires, mais dans la lecture culturaliste, etc. Et en tout cas, au point qu'aujourd'hui, il y a des débats sur est-ce que la musique et les arts devraient être le champ de bataille pour la justice sociale. Et on avait d'ailleurs eu un débat il y a 2 ans au Centre Pompidou avec Guillaume de Audimat sur pop et justice sociale, où effectivement on avait invité une journaliste, elle disait c'est vrai qu'en fait dans les rédactions, il y a une vraie difficulté à aborder pas seulement le rap, mais la pop en général, dans cette dimension, c'est pas seulement politique, mais dans une dimension, en tout cas avec un commentaire politico-culturel un peu plus profond. Et je trouve que cet exemple-là sur Pendez les Blancs, ça donne le niveau de ce qui est fait en France en termes de commentaires. Et j'espère qu'en tout cas, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on fait là, ce qu'on propose aujourd'hui, etc., on essaye de lancer aussi une dynamique sur la qualité du commentaire sur la pop. Et voilà, c'était juste une remarque, mais je vais laisser la parole. D'abord, merci pour lancer quelque chose sur les clips à la revue Volume, d'organiser ça aujourd'hui à la médiathèque parisienne. J'ai l'impression quand même qu'on ne pourra pas sortir de certaines questions liées à la politique et à l'industrie capitaliste avec des ressentis basés sur des grilles de lecture postmodernistes ou d'un féminisme, même pas troisième vague, enfin un féminisme hyper médiatique. Et qu'il y a des gens qui travaillent aux États-Unis, il y a des chercheurs qui travaillent autour du hip-hop, donc ils ne prennent même pas Beyoncé en compte comme une artiste hip-hop, et qui ont conscience des approximations et de tout ce qui se passe en termes d'industrie culturelle, qui travaillent sur les revues professionnelles. Je pense à un universitaire qui s'est fait récemment un peu éjecté du milieu hip-hop aux États-Unis, qui s'appelle Damian Engel, qui à San Francisco travaille sur tous les magazines professionnels liés à l'industrie culturelle, que ce soit clip, diffusion, promoteur, etc., qui lui reste très conscient avec tout le groupe de gens qui l'entourent, qui sont liés aussi à des gens des Black Panthers, qui sont très très conscients de ça et qui ne vont pas, comment on pourrait dire, qui ne vont pas transiger avec des idéologies, genre tout le monde considère que Beyoncé est féministe, donc ça sert à rien qu'on soit minoritaire, qu'on travaille dans notre coin en disant Beyoncé n'est pas féministe. Bah non, il y a des gens qui aux États-Unis ont gardé le cap et qui ne rentrent pas dans des grilles d'analyse hyper dépolitisantes. Et là, le paradoxe, c'est juste quand le camarade là disait, ou le copain, je ne sais pas comment tu t'appelles, citait brièvement Booba,
Booba serait pas politique, mais Beyoncé serait politique. Ouais. Si on prend un vieux slogan féministe, tout est politique. Et en France, la réception qu'on a, mais même dans les revues universitaires, même dans les débats universitaires, a tendance à ne pas prendre en compte des choses politiques qui sont infra ou sub. Par exemple, le succès de Childish Gambino ne s'explique pas sans une analyse fine des réseaux démocrates qui ont favorisé son émergence et qui sont liés aussi à des réseaux culturels. Mais comme en France, le Parti Socialiste ou d'autres partis politiques ont pu avoir des billes et des intérêts croisés, et dans le hip-hop, et dans le R&B, et dans d'autres industries culturelles. Donc ma question, c'est quand même, est-ce qu'avec les grilles d'analyse que vous utilisez, Air France Culture, Étienne aussi, ou d'autres, est-ce que vous allez arriver à politiser des choses comme l'intervenant le disait ailleurs? Parce que c'est beau de se lamenter sur les autres, mais il faudrait commencer par se regarder soi-même. Absolument. J'attendais pas d'applaudissements, merci. Je ne sais pas trop par quoi commencer, mais pour Beyoncé, pour parler de ce que effectivement au moment notamment du clip de Formation, j'étais hyper partagé parce que le morceau me semblait incroyable et le clip, cette espèce de carrousel de signes, de références, avec quand même pas mal de filtres et de choses difficiles à comprendre, le mélange de l'argent, etc. Enfin bref, difficile à comprendre. En tout cas, beaucoup de densité, pas forcément tout ayant été hyper bien hiérarchisé par Beyoncé, par sa directrice artistique dans le truc. C'était en fait, tout simplement, en fait, il y avait ce sketch du SNL, je crois, où il y avait quelqu'un qui se faisait mettre en prison parce qu'il disait qu'il aimait pas trop Beyoncé. Mais il y a en fait, simplement, ce qui serait sain, enfin, si je te comprends bien, ce serait de dire que c'est possible d'avoir un rapport ambigu, ambivalent à aux politics de Beyoncé et à ce qu'elle veut faire admettre à une partie de la société américaine, surtout quand on est français. Pour le reste, je peux laisser la parole à Célia. Enfin, du coup, je ne sais pas si le sous-entendu c'était que le féministe de Beyoncé c'est du marketing un peu facile, mais que c'est pas féministe. Pour ma part, je pense que c'est une très très grande féministe et je pense qu'il n'y a personne à son niveau aujourd'hui qui arrive à faire comprendre. Bon, là, on est certainement entre intellectuels, entre gens bien éduqués qui avons une connaissance un peu pointue potentiellement du féminisme. Je pense qu'il faut arriver à se replacer à un niveau plus bas et que la plupart des gens qui consomment des clips ne comprennent pas forcément non plus tous les codes. Et nous, effectivement, on regarde Formation ou on regarde This is America et on s'amuse entre intellectuels à réfléchir, à trouver tous les codes, c'est sympa, c'est qui. Mais je pense que si on se replace à un niveau hyper démocratique et du coup moins intellectualisant, son féminisme, il n'y a personne à son niveau qui démocratise autant ces idées-là. Et si le public moins intellectuel arrive déjà à maîtriser à 100% ce qu'elle propose, on aura déjà une avancée culturelle immense en termes de représentation de la femme, etc. Et du coup, je suis contente que limite le féminisme devienne un petit marketing, une grille facile. Bon, on met un petit truc féministe, c'est cool, les médias vont parler de nous. En un sens, je m'en réjouis, c'est cool parce que les idées quand même pas évidentes pour tout le monde peuvent être hyper connues. Enfin, le clip, voilà, c'est quand même un outil 100 fois plus puissant de véhicule d'idées que d'aller à la fac, d'ouvrir un bouquin. C'est quand même hyper facile. Après, du coup, je sais pas, je me rappelle plus. Non, mais si je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit, le décodage des signes, je pense pas que c'est justement un truc entre intellectuels. Au contraire, comme c'est visible par tout le monde et que les gens doivent se demander qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi cette maison, pourquoi cette tenue, à quoi ça correspond. Les gens un peu fans de Beyoncé, un minimum un peu curieux, même si c'est des gens de 14 ans qui découvrent l'histoire des États-Unis, etc., ils peuvent décrypter eux-mêmes. Après, je pense qu'il y a les deux positions. Il y a ceux qui arriveront à décrypter et ceux qui n'y arriveront pas et qui, grâce aux médias, c'est quand même un peu aussi ce qu'on doit mettre en avant, grâce aux médias, vont décoder des codes parce qu'on va leur donner les codes, parce qu'on va leur donner les références. Et après, je pense que l'autre chose aussi, c'est que, bon, même si ça peut paraître un peu too much, parce qu'effectivement, elle balance des codes culturels à peu près toutes les 30 secondes, en un sens, si on reprend par exemple Formation ou même This is America, point par point, absolument tout ce qui est mis en scène dans ces clips-là sont absolument invisibles des grands médias américains. Et Childish Gambino n'a clairement pas le pouvoir culturel, même si je l'aime beaucoup, il n'a pas le pouvoir culturel de Beyoncé par exemple, mais que des gens aussi connus
Enfin, là, on reprend par exemple le clip de Ship de Jay-Z et Beyoncé. Ben, nous, on est français, le Louvre est à côté de chez nous, et en plus, on est à Paris. Mais qu'à ce niveau-là, de façon aussi visible, il y a un décodage du clip que la plupart des Américains ne vont pas taper le Louvre sur Google pour voir les images. Par contre, c'est clair qu'ils vont voir le clip, donc ils vont voir surtout absolument toutes les œuvres noires du Louvre que personne ne commente et que personne ne va voir. Et il y a quand même cette chose aussi où voilà, on donne autre chose à voir, que ça plaise ou pas, mais on donne quelque chose à voir qui n'est pas visible ailleurs, ou alors dans des clips plus minoritaires, plus cachés, plus... Tout à l'heure, toi-même, tu disais que tu n'avais pas d'illusion sur l'industrie culturelle, mais là, tu en as sur les médias. C'est-à-dire tu disais tout à l'heure, je ne reprends pas tes mots exactement, tu disais qu'il n'y avait pas d'illusion, que les bons sentiments continueraient à faire vendre, que l'industrie allait s'adapter, mais les médias seraient hors de cette logique, et les Spice Girls seraient des grandes féministes, etc. Enfin, c'est un discours qui est porté. Je ne nie pas qu'il y ait eu des effets, mais je m'interroge sur les illusions en tant qu'universitaire, gens bien éduqués, gens diplômés, ou même gens qui ont une réception qui ne passe pas par le filtre des universitaires ou de l'éducation. Je m'interroge vraiment sur les illusions que nous développons, nous transmettons. Est-ce que, j'entendais parler de justice sociale, je suis ravi qu'on n'ait pas entendu encore parler d'empowerment, mais on est vraiment dans des espèces d'illusions, et la politique, les politiques, ça me paraît, je me fais l'effet en fait de souris, on est bloqué dans cette roue et on a encore des illusions. Je m'inclus dedans, attention, mais avoir des illusions sur les médias, plus les médias parleront de féminisme à la Beyoncé, plus il y aura de féminisme. C'est pas une évidence, c'est pas une certitude. Et quel type de féminisme et comment Enfin, j'ai l'impression que ce qu'on prend pour des évidences dans ce genre de discours, autant en France qu'aux États-Unis, parce que trouver des différences entre France et États-Unis, c'est un beau jeu, mais ça n'avance pas grand-chose. Ça me paraît un peu s'illusionner à bon compte. Alors du coup, parfois, les souris trouvent des trous. Et du fromage. Je travaille beaucoup sur les questions de réception, donc je l'ai un petit peu fait sur les clips, mais je travaille beaucoup sur la réception pour les films ou les séries. Donc je regarde beaucoup ce que les spectateurs disent, notamment sur Internet, etc. Et je pense que c'est pas une illusion que les clips ou que les films ou que les séries aient un vrai impact social et un vrai impact de modèle pour des plus jeunes, des moins jeunes. Et moi, en tant que femme, et bon, je ne suis pas une afro-américaine, donc c'est encore une autre portée, mais en tant que femme, très clairement, les clips ou les films ou les séries ont été un modèle pour moi dans ma vie, et que les médias, alors j'ai une bonne éducation, donc voilà, j'ai pas forcément eu besoin des médias pour décoder absolument tout, mais que les médias aujourd'hui prennent en charge des choses qui sont plus difficiles d'accès pour d'autres. Honnêtement, je pense réellement qu'il y a un vrai impact sur la façon dont on lit les clips, dans la façon dont on comprend ce qui est féministe, de ce qu'on comprend qui est Beyoncé. Il y a un espace de discussion qui est très ouvert, les médias ne sont pas 100% Beyoncé, et ils sont pas... il y a un espace qui est quand même de discussion qui est incroyable aujourd'hui, qui permet à beaucoup de gens d'acquérir un certain nombre de façons de parler, des rhétoriques, etc. Et je pense que par contre, c'est pas... Autant je ne fais pas forcément confiance à l'industrie, autant je fais complètement confiance à une partie des médias qui ont clairement permis... des fois, il n'y a pas besoin d'aller à la fac, les médias, il y a des très bonnes leçons de clips ou de cinéma dans un article, et ça vaut peut-être fois, et je critique ma propre profession, mais ça vaut peut-être fois mieux des fois que 2 heures de cours à la fac. Est-ce qu'il y a encore du temps pour des questions ou pas? Je crois qu'il y avait une jeune... Bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux poser une question? Merci. Merci d'avoir beaucoup parlé de Beyoncé, c'est super. Je voulais poser une question sur les artistes francophones. Vous avez parlé un petit peu, mais pas assez. Par exemple, vous avez parlé de l'image comme objet sexuel dans le clip des artistes des États-Unis. Est-ce que vous avez... j'ai oublié le mot. Cette création de l'image sexuelle dans les clips francophones, français. Par exemple, la différence entre les clips masculins et féminins. Alors moi j'ai vraiment travaillé sur les clips américains, comme je le disais, je suis un peu moins spécialisée dans le rap français, donc j'ai
sais pas après si tu veux répondre ou pas, mais on avait déjà dit une piste tout à l'heure, c'est quand même un milieu, parce qu'en France qui est un peu différent, c'est un milieu qui est moins sexualisé. Enfin, il suffit de voir par exemple la réception de Booba, qui est clairement marquée comme français, mais totalement inspiré des codes américains, contrairement à des mecs comme PNL, qui sont très ancrés comme français, qui sont d'ailleurs invités aux États-Unis pour leur francité entre guillemets. Je pense que le rapport il est vraiment différent et on a moins, tous les rappeurs hyper respectables de la première génération sont quand même beaucoup moins là-dedans, et le rap français, le succès du rap français n'était pas lié à ce rapport. Après, chez les femmes, je me permets il y a par exemple une rappeuse, je disais que tu avais travaillé une rappeuse belge qui s'appelle Shai, qui est assez, un peu sur un modèle, disons, de nana assez sexy, etc., mais qui, je me souviens d'avoir lu une interview, et même elle me disait, en fait, moi je veux pas non plus être une nana qui parle de son pouvoir de séduction, de sa vie sexuelle, etc. C'est pas un truc, elle peut y faire des allusions, mais elle est dans une sorte d'intermédiaire entre être effectivement une femme, disons, fière de son corps, de sa beauté, etc., mais qui va pas non plus surjouer la séduction et la femme hypersexuelle, quoi. Je sais pas si toi, je suis d'accord. C'était quel titre que tu avais fait avec elle? Perpétuité. Ok. Alors son deuxième titre Non, c'est son premier clip tout seul. En fait, elle avait déjà un clip, mais c'était sur l'autopsie de Booba. C'était elle qui était en futur. Oui, d'accord. Et toi, tu avais eu l'impression, par exemple, comment elle envisageait d'être montrée, en fait, elle t'avait un peu... Ouais, non, mais elle était de mémoire, elle était un peu sexy, tu vois, mais pas sexualisée. Ouais. C'était ça, sur certaines séquences. Mais après, non, elle a une approche très... c'est pas masculin non plus, parce qu'elle entretient vachement... mais tu vois, elle n'est pas féministe non plus, non. Tu sais, mais la portée de ce qu'elle fait est féministe. Ouais. Je crois qu'il y a une question au fond. Bonsoir. Célia, pour revenir encore une fois, je vais rebondir sur les clips français. On n'a pas parlé d'un clip, notamment mais beaucoup plus médiatisé pour le coup, de Val des Damso, Vitrine, où là ils mettent carrément un autre regard dont on n'a pas encore parlé, puisqu'on a parlé du regard de la femme à elle-même, de la femme sur la femme et de l'homme à la femme. Et là, c'est ça. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est des femmes qui se touchent clairement en regardant des hommes en vitrine, comme on peut le faire dans un sexe. Voilà. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, à quel type de public vous pensez que ça s'adresse. Est-ce que vous le voyez dans une vision ultra féministe pour le coup, en tout cas moi je le vois assez comme ça, vraiment quelque chose, en plus des images assez violentes, assez choquantes, et qui ont été censurées, et donc voilà, quelle approche vous avez eue par rapport à ce clip ou à cette représentation, et à quel public ça s'adresse? Déjà le tabou d'une femme qui se touche est de façon en général tellement invisible que c'est toujours bien de le voir. Après, la différence quand même, c'est que je tends à penser quand même que ce type d'image, lorsque c'est fait dans un clip d'un artiste masculin, est peut-être moins pour un public féminin derrière. En tout cas, très clairement, je pense qu'on va jouer de l'ambiguïté. Et là, pour le coup, peut-être qu'on sait que ça va choquer, que donc on va en parler. Donc là, on a peut-être le côté un peu plus marketing. Je suis forcément plus interpellée lorsque ça apparaît dans un clip d'une femme, de surcroît en plus réalisé par une femme, ce qui est plus rare, mais ça arrive quand même aux États-Unis, où là, pour le coup, il y a quand même moins d'ambiguïté sur le fait que la femme se fait plaisir pour elle, et pas forcément potentiellement pour une image derrière d'un public masculin. Et la variante est fine, mais si ça vient d'un artiste féminin ou d'un artiste masculin, du coup forcément l'interprétation elle est un peu différente. Si on stéréotype vraiment de façon hyper schématique, un artiste masculin s'adresserait peut-être plus majoritairement à un public masculin et une artiste féminine à un public féminin. Et donc il y a sûrement moins d'ambiguïté sur ça. Après, je me réjouis toujours que ce type d'image existe, même si c'est un équipe masculin.
voilà, même chez les hommes, ça reste quand même des images hyper taboues et c'est pas étonnant effectivement qu'il y ait eu quand même beaucoup de polémiques derrière, etc. On a le droit de voir des femmes nues et sexualisées, mais des femmes qui se font plaisir elles-mêmes, bon bah ça remet quand même un peu en question la place de l'homme, à quoi sert un homme si une femme peut se faire plaisir toute seule. Donc c'est toujours bien que ça existe, y compris dans des clips masculins, d'autant plus qu'on pourrait se dire, bon, si c'est des hommes qui mettent ça en scène, ils signent leur propre mort eux-mêmes, donc bah, tant mieux. Ouais, c'est aussi dû, je pense, au fait que le rap féminin en France est très peu médiatisé. Enfin, là, en tout cas, on parle de rappeurs assez médiatisés et donc qui pourraient avoir un impact plus large sur des publics qui va toucher peut-être de nouveaux publics, justement, qui peuvent être féminins. En plus, clairement, Damso, il y a quand même un gros public derrière. Donc après, le clip, dans sa forme, a quand même pas circulé en entier, en tout cas dans les médias classiques. C'était quand même toujours la forme un peu coupée. Enfin, il existe sur Internet, donc tout le monde y a absolument accès. Mais c'est bien qu'un artiste aussi connu, et je pense surtout qu'il doit quand même avoir beaucoup plus de pression sur ce qu'il doit créer en termes d'identité visuelle. C'est bien que ça existe. Après, forcément, à son niveau, il y a forcément peut-être une ambiguïté aussi où il sait que ça peut toucher du public. Après, il ne faut pas s'en plaindre parce que bon, même si ça touche un très grand public qui veut se rincer l'œil, tant mieux d'utiliser cette visibilité-là aussi pour un public qui est obligé d'aller consommer des choses un peu plus alternatives. Donc après, voilà, on aurait même préféré que ce soit quand même un peu plus visible. Bon, après, moi, ça m'étonne pas que ce soit le genre de choses qui pose problème. Mais... Je crois qu'on a terminé. Mais merci beaucoup pour vos questions. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'était un vrai plaisir.